Au dîner de Noël, alors que les bougies vacillaient encore et que la neige tambourinait aux fenêtres, mon père posa sa fourchette, me regarda droit dans les yeux et dit « Tu es un fardeau, et tu ne peux plus vivre avec nous. » Un silence glacial s'installa. Même la sauce dans mon assiette me parut froide. Je ne criai pas, je ne m'effondrai pas. Je regardais simplement l'homme que j'avais soutenu financièrement pendant des années agir comme si c'était lui qui me mettait à la porte. Le lendemain matin, je fis mes valises, descendis et leur annonçai que je ne paierais plus aucune facture de cette maison. Et c'est alors que mon père fit quelque chose d'inattendu. Je croyais que Noël adoucissait les cœurs. Que même dans une maison comme la nôtre, où la tension était palpable et où le silence était assourdissant, il y avait encore une nuit par an, où nous essayions de faire semblant d'être une famille. Mais cette illusion vola en éclats dès que les mots de mon père retentirent. Et une fois le choc passé, la vérité s'abattit sur moi comme une pierre. Ce n'était pas soudain. Cela couvait depuis des années. Notre maison se trouvait à la lisière d'une banlieue tranquille, un endroit où toutes les autres maisons arboraient des pelouses impeccablement tondues et des guirlandes lumineuses. La nôtre paraissait toujours un peu plus sombre. Des factures s'empilaient sur le comptoir, des courants d'air s'infiltraient par les fenêtres aux cadres fissurés, et le bourdonnement d'un vieux chauffage peinait à suivre. Mais malgré tout, je parvenais à payer les factures. Littéralement, je les payais depuis mes 21 ans. Au début, c'était juste le temps que ton père se remette sur pied. Puis ce furent les courses, puis l'eau, puis Internet, puis tous les paiements nécessaires à la maison. Je me disais que j'aidais. C'est ce que fait une famille. Je ne me rendais pas compte que je portais tout le monde sur mes épaules, tout en faisant semblant de ne pas m'épuiser. Maman avait toujours le don d'apaiser les tensions, même sans le vouloir. Ton père est juste stressé, disait-elle en remuant les pattes d'un geste las, espérant que la vapeur masquerait la fatigue dans sa voix. Elle travaillait à temps partiel dans un endroit dont elle ne parlait jamais. Et chaque fois qu'il était question d'argent, elle agissait comme si elle n'y pouvait rien. C'était peut-être sa façon de survivre, en faisant semblant de ne pas voir le poids qui pesait sur moi petit à petit. Il y avait aussi Léna, 17 ans, l'œil vif, toujours à l'écoute. Elle avait appris très tôt à sonder l'atmosphère avant d'y entrer. Je la voyais m'observer pendant les dîners, comme si elle attendait que quelqu'un d'autre à table prenne la parole et s'excuse pour l'injustice de la situation. Personne ne l'a jamais fait, mais elle comprenait, même si elle ne pouvait pas l'exprimer. Grant, mon père, était au chômage depuis des années. Officiellement, c'était à cause des réductions d'effectifs dans l'entreprise. Officieusement, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'on lui dise quoi faire. Il passait ses journées à arpenter le salon, devant la télévision, à marmonner en fond sonore, parfois en disant que le monde ne respectait plus les hommes comme lui. Mais il respectait toujours les courses dans le frigo, l'eau chaude de la douche, le Wi-Fi qui le divertissait. Tout ce que je payais. Je pensais qu'en continuant à donner, peut-être qu'un jour il me verrait. Non pas comme un salaire, mais comme la fille qu'il aimerait encore. C'était le mensonge auquel je me servais. Et pourtant, la nuit où il m'a traité de fardeau avec une telle désinvolture, comme si cette phrase lui brûlait les lèvres depuis des mois, tout s'est éclairé en moi. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était exactement comme ça qu'il me voyait. Le lendemain matin, en fermant ma valise, j'ai compris que ce que je n'avais pas osé admettre avant de partir n'était pas le pire. Rester, si. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après le dîner de Noël. Je suis restée allongée là, à fixer le plafond, sa voix résonnant sans cesse. Tu es un fardeau. Tu ne peux plus vivre avec nous. Ces mots ne résonnaient pas. Ils me transperçaient. Chaque répétition me rappelait que l'homme que j'avais protégé du monde ne pensait pas que je méritais une place chez lui. Mais le plus étrange n'était pas la douleur. C'était la lucidité. Vers 3 heures du matin, je me suis levée, j'ai enfilé un manteau et j'ai traversé la maison en silence. Le salon embaumait le pain et les restes de gratin. La lumière des arbres clignotait encore doucement, chaude, comme si de rien n'était. L'assiette vide de mon père trônait sur la table, des miettes éparpillées comme par hasard. C'était à la fois banal et cruel. J'ai remarqué que ma mère avait laissé sa tasse sur le comptoir, le thé refroidi et le rouge à lèvres estompé sur le bord. Elle rangeait toujours avant d'aller se coucher, pas cette nuit-là. Cela en disait plus long que toutes les excuses qu'elle n'a même pas daigné présenter. En passant devant la porte de Léna, je l'ai entendue bouger. Elle ne dormait pas non plus. J'aurais dû me sentir seule, mais je ne l'étais pas. Pas complètement. Le lendemain matin,
Alors que la maison était encore silencieuse, j'ai commencé à faire mes valises. Ni avec colère, ni avec emphase, juste calmement, comme si j'avais enfin cessé de faire semblant. Chaque pull plié était comme une décision. Chaque poche fermée comme une limite que j'aurais dû fixer il y a des années. À mi-chemin, Léna a frappé doucement. Elle se glissa à l'intérieur et ferma la porte derrière elle, les bras croisés comme si elle se préparait à une nouvelle qu'elle connaissait déjà. « Tu pars » murmura-t-elle. « Oui. » Elle s'assit par terre à côté de ma valise, rabattant les manches de son sweatshirt sur ses mains. Il ne le pensait pas. Je la regardais, vraiment la regardais, 17 ans, portant déjà le poids émotionnel de 2 parents qui n'avaient jamais appris à aimer avec douceur. « Oui, » dis-je doucement. Il l'a fait. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne pleura pas. Léna n'aimait pas donner à nos parents la preuve qu'il l'avait blessée. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Débrouille-toi, » dis-je, en commençant par arrêter les factures. Elle releva brusquement la tête. « Zoé, ils ne peuvent rien se permettre sans toi. »« Je sais. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. Non pas parce qu'elle n'était pas d'accord, mais parce qu'elle ne m'avait jamais entendu dire quelque chose d'aussi définitif, d'aussi ferme. Pendant des années, j'avais vécu dans un cycle où ils prenaient, je donnais. Ils exigeaient que je tienne parole. Et au moment où j'avais besoin d'humanité en retour, mon père a lâché une phrase qui a brisé toutes les illusions que j'avais pu avoir sur nous. Partir n'était pas une vengeance. C'était une libération. Mais en vérité, une partie de moi se demandait s'ils comprendraient enfin ce que je portais une fois qu'ils en ressentiraient eux-mêmes le poids. Non pas parce que je voulais les faire souffrir, mais parce que peut-être les conséquences étaient le seul langage que mes parents aient jamais compris. À midi, ma valise était posée près de la porte. Le soleil d'hiver filtrait à travers les stores en fines rayures, illuminant la poussière dans l'air. Tout semblait suspendu, comme si la maison entière retenait son souffle. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ce qui arriverait si je disais non. J'avais peur de ce qui arriverait si je ne disais pas non. Et alors que je tendais la main vers la poignée de porte, prête à quitter la seule maison que j'ai jamais connue, une vérité s'est ancrée en moi. Le véritable fardeau n'a jamais été moi. Je suis partie avant que le soleil ne soit complètement levé. Le ciel était toujours baigné de ce gris pâle d'hiver qui rendait tout plus calme qu'il ne l'était réellement. La maison resta immobile lorsque la porte claqua derrière moi. Pas de pas précipité, pas de « attends, on parle ». Juste le silence. C'était bien ainsi, en fait. C'était tout ce qu'il me donnait en retour. Je pris la voiture pour me rendre à l'appartement de Jade, en ville, ma valise entassée sur la banquette arrière. Son appartement était petit, à peine assez grand pour que 2 personnes puissent se tenir debout dans la cuisine sans se toucher les coudes. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, l'atmosphère sembla différente, plus légère, comme si les murs n'étaient plus imprégnés d'un passé de déception. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis 1 an, » dit-elle en me serrant dans ses bras. « Probablement, » répondis-je. Elle n'insista pas, ne me demanda pas tout de suite de raconter l'histoire. C'était le genre d'amie qu'était Jade. Elle prenait de la place avant de poser des questions. J'ai posé ma valise à côté de son canapé, qui allait me servir de lit pour une durée indéterminée. Il s'affaissait au milieu, mais c'était la liberté incarnée. Le premier vrai changement s'est produit vers midi. Mon téléphone a vibré, puis de nouveau, puis de façon continue. 3 appels manqués de maman, 4 de papa, 2 SMS d'affilée de Léna. Il panique. « Appelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis préparé un café instantané dans la tasse ébréchée de Jade et je me suis assise sur le bord du canapé, laissant la vapeur me réchauffer le visage. Cette simplicité était un luxe après des années à me sentir responsable de tout et de tout le monde. Le soir venu, ils ont changé de tactique. Plus d'appels, juste la panique. Maman a envoyé un SMS à Zoé. Il y a un problème de courant. Peux-tu vérifier? Internet est coupé. La pression de l'eau est faible. Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai fixé les messages, un étrange mélange de tristesse et de détermination m'envahissant. Il ressentait enfin le poids que je portais seule. J'ai répondu par un SMS. Je t'avais dit que j'arrêtais de payer les factures. 3 points clignotèrent, puis disparurent, puis clignotèrent à nouveau. Enfin. Mais pourquoi as-tu fait ça? J'ai failli rire. Avant que je puisse répondre,
Un autre message de Lena est apparu. Papa perd la tête. Il a dit, c'est de ta faute. Il a dit, tu les punis. Punir. Choix de mots intéressant, vu que je m'étais juste éloignée. C'était eux qui apprenaient à quel point le monde pouvait être dur sans que personne ne les en protège. Ce soir-là, je me suis connectée à mes comptes, non pas pour vérifier qui que ce soit d'autre que moi. J'ai retiré mon nom de tous les paiements restants. Internet, eau, électricité, tout ce qui avait discrètement permis à notre famille de fonctionner pendant qu'ils prétendaient que la stabilité était gratuite. Au moment où j'ai cliqué, j'ai eu la confirmation qu'un sentiment d'apaisement s'était installé en moi. Une limite enfin clairement établie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une alerte d'un autre genre. Une notification de ma banque. Tentative de connexion suspecte détectée. Mon cœur a battu la chamade, d'abord lourdement, puis plus vite. J'ai ouvert l'application. 3 tentatives de connexion infructueuses. Une tentative de réinitialisation du mot de passe. Pas besoin d'un détective pour savoir qui était derrière tout ça. Mon père ne me contrôlait plus. Alors maintenant, il voulait contrôler mon argent. Jade a vu mon visage quand je suis entrée dans la cuisine. Zoé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brandi mon téléphone. Ils ne paniquent pas seulement, ai-je dit doucement. Ils sont désespérés, et les gens désespérés prennent des décisions dangereuses. Dès que j'ai vu ces tentatives de connexion, quelque chose en moi a pris une lucidité soudaine, pas une lucidité teintée de peur. Ce n'était pas juste une famille qui se désintégrait. C'était ce qui arrivait quand des gens qui s'étaient appuyés sur vous toute leur vie réalisaient soudain que le sol se dérobait sous leurs pieds. J'ai changé tous mes mots de passe, banque, messagerie, streaming, tout, jusqu'à ce que même moi, je doive les vérifier 2 fois. Ensuite, j'ai appelé la banque. J'ai expliqué la situation et je leur ai demandé de bloquer le compte si hermétiquement que personne ne pouvait y toucher sans une procédure de vérification qui aurait tout aussi bien pu nécessiter un scan rétinien. À peine avais-je fini que mon téléphone vibra de nouveau. C'était Lena. Papa hurle, disait son message. Il disait, tu as saboté la maison. Maman pleure. Ils ne savent pas quoi faire. Je fixais le pouce du message qui flottait au-dessus de l'écran. Je ne voulais pas ça pour Lena. Elle était encore une enfant qui essayait de survivre dans un environnement qu'elle n'avait pas créé. Mais chaque fois que ce sentiment de culpabilité commençait à monter, je me répétais que je n'y étais pour rien. Il se l'était infligé. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie, chuchotant comme si elle se cachait dans un placard. Il perd la tête, a-t-elle soufflé. Je crois qu'il a essayé d'accéder à tes comptes. Je sais, ai-je dit. Elle a juré entre ses dents. Bien sûr. Un bruit sourd a retenti derrière elle. Quelque chose de lourd. Peut-être une chaise qui s'est écrasée au sol. Elle a eu le souffle coupé. Je dois y aller, a-t-elle murmuré. Fais attention. Cette dernière phrase m'est restée en tête longtemps après que l'appel se soit terminé. Vers 19h, Jade et moi étions assises sur le canapé à regarder une vieille sitcom. Aucune de nous deux n'y prêtait vraiment attention quand on a frappé à la porte. Pas un coup violent. Un bruit qui fit trembler les murs. Jade coupa le son de la télé. Zoé. Mon cœur rata un battement. Je le savais déjà. Je m'approchai lentement du Judas, chaque pas lourd. Quand je regardais à travers, je gardais le souffle coupé. Grant était rouge de colère, la mâchoire serrée, les poings crispés le long du corps comme s'il était prêt à briser le bois à main nue. « Zoé !» cria-t-il. « Ouvre la porte !» Jade se tenait derrière moi et murmurait « N'ouvre pas ça !» Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. « Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Tu crois pouvoir tout prendre après ce qu'on a fait pour toi ?» Cette dernière phrase me fit presque rire. « Fait pour moi. » Quoi exactement? Je ne répondis pas. Je reculai et attrapai mon téléphone. Un autre coup fit trembler le cadre. « Ouvre la porte !» hurla-t-il. « J'appelle la police !» dis-je assez fort pour qu'il m'entende. « Tu n'oserais pas !» cracha-t-il. Je composai le numéro. La répartitrice répondit calmement. « Le 911. »« Quelle est votre urgence ?»« Mon père essaie de s'introduire chez mon ami, » dis-je. Il frappe à la porte et crie. « Il n'est pas censé être là. »
Grant a dû m'entendre dire ces mots, car soudain, les coups ont cessé. Un silence s'est installé. Puis il a crié, « Bande d'ingrats, vous arrivez », a dit le répartiteur. 2 minutes plus tard, les sirènes ont retenti dans le couloir. Jade a compté les pas qui s'approchaient, ferme, discipliné, décisif. Puis une voix a tonné. Monsieur a reculé de la porte. D'autres cris, une bousculade, puis le silence. Quand j'ai ouvert la porte, 2 agents me notaient Grant. Sa poitrine se soulevait sous l'effet de la rage. Mais quand il m'a vu, son expression n'a pas changé, passant du remords à la haine, une haine si froide qu'elle m'a donné la chair de poule. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il grogné. « Non, ai-je dit doucement. C'est toi. » Ils l'ont emmené. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, le téléphone sonna de nouveau. Un numéro inconnu. Je laissai sonner, puis un SMS suivi, « Tu vas le regretter ». Un frisson me parcourut l'échine. Le ton, le rythme des mots. Je n'avais pas besoin d'une signature. Il était sorti. Quelqu'un l'avait payé pour qu'il puisse partir. Je pris la voiture jusqu'à la vieille maison avec Jade à mes côtés. Je ne voulais pas y aller seule. Lena avait envoyé un SMS à maman. « Tu devrais venir chercher tes affaires avant qu'elle ne fasse une bêtise. » Dès que nous nous sommes garés dans l'allée, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ma voiture, celle que j'avais laissée en sécurité chez Jade, était garée devant le garage. Le siège conducteur reculé au maximum. La boîte à gants ouverte, le réservoir presque vide. Jade murmura. « Zoé, ils ont pris ta voiture. » Je suis sortie lentement de la voiture de Jade, le souffle court. Maman a surgi de la porte d'entrée comme on se précipite pour accueillir une amie, sauf que son visage était déformé par l'accusation au lieu de la chaleur. « Tu as appelé la police pour dénoncer ton père », s'exclama-t-elle. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as volé ma voiture. » Ai-je répondu d'une voix calme. Elle était là, inutilisée, a-t-elle crié. On en avait besoin. Ça ne la rend pas à toi pour autant. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une excuse, jamais une explication. Je veux mes clés, ai-je dit. Elle a croisé les bras. Je ne les ai pas. Alors ça ne te dérange pas si j'appelle la police à nouveau. Son visage a brièvement flanché, mais je l'ai remarqué. Sans un mot de plus, elle est rentrée. Un instant plus tard, elle est ressortie et a jeté les clés à mes pieds comme s'il s'agissait de déchets. Contente maintenant, a-t-elle lancé sèchement. Non, ai-je dit. Mais je le serai. À l'intérieur, Lena s'est précipitée vers moi en chuchotant. Maman a pris ton ordinateur portable. Elle l'a mis en gage. J'ai senti une angoisse sourde. Il est tout. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent, a dit Lena. J'ai essayé de l'arrêter. Je me suis tournée vers ma mère. Tu as mis mon ordinateur portable en gage. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée. Tu l'as laissé ici. Ça nous appartient. On avait besoin d'argent. C'était tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé la police. Ses yeux se sont écarquillés. Zoé n'ose même pas y penser. Oui. Bonjour, ai-je dit tandis qu'elle me fixait, horrifiée. Je voudrais signaler un vol. À l'arrivée des policiers, ma mère a tout essayé. Le déni, les larmes, la culpabilisation. Mais Lena s'est tenue à mes côtés et a dit la vérité. Ils l'ont menottée dans l'allée. Les voisins jetaient des coups d'œil par les stores. L'air hivernal avait un goût âcre et métallique. Ma mère a supplié, sangloté, dit des choses qu'aucune mère ne devrait dire à un enfant qui tente de faire valoir ses droits fondamentaux. Je n'ai pas bougé. Tandis qu'il la faisait monter dans la voiture, j'ai ressenti un calme étrange et profond s'installer en moi. Ni satisfaction, ni triomphe, juste la liberté, celle qui survient quand le dernier lien qui vous retient à un passé toxique se rompt enfin. J'ai rassemblé le reste de mes affaires pendant que Lena m'aidait discrètement, les mains tremblantes. « Tu pars vraiment » murmura-t-elle. « Je suis déjà partie » répondis-je. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je viendrai aussi quand j'aurai 18 ans. » Je la crus. Tandis que Jade et moi chargions le dernier carton dans sa voiture, des phares apparurent au bout de la rue. Une silhouette familière en sortit. Grant. Je ne bronchai pas. Je ne dis rien.
Je me contentais de le regarder. Comme on regarde un orage arriver, inévitable mais surmontable. Si tu t'approches encore de moi, dis-je par la fenêtre ouverte, je porte plainte. Sa mâchoire se crispa. Tu te crois supérieur à nous. Pour la première fois, dis-je, je le sais. Nous nous éloignâmes, et je ne me retournai pas. Dans les semaines qui suivirent, tout ce qui me semblait si inextricable se démêla peu à peu pour laisser place à la clarté. Ma mère dut faire face aux conséquences juridiques de la mise en gage de mon ordinateur portable. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui devais gérer les conséquences. Les accusations n'étaient pas excessives, mais elles suffisaient à la contraindre à rendre des comptes, chose qu'elle avait réussi à éviter toute ma vie. Mon père, furieux et désemparé, n'ayant personne d'autre à blâmer que lui-même, enchaînait les petits boulots éphémères et les appels téléphoniques rageurs auxquels je ne répondais jamais. Je bloquais tous les numéros avant que les messages vocaux ne s'accumulent. Léna me tenait discrètement au courant, avec précaution. La maison devenait de plus en plus froide, littéralement après la coupure définitive de l'eau et de l'électricité. Finalement, incapables de payer leurs factures impayées, ils durent partir. Ils emménagèrent dans un appartement délabré de l'autre côté de la ville, le genre d'appartement aux murs fins et à la lumière vacillante dans le couloir. Leur chute n'avait rien de spectaculaire. Elle était lente, inévitable et d'une prévisibilité déchirante. Pendant ce temps, je commençais enfin à avoir l'impression de vivre ma vie. Je signais un bail pour un petit studio avec d'immenses fenêtres et 100 fantômes dans les coins. Je découvris la tranquillité absolue. Et Léna, elle comptait les jours jusqu'à ses 18 ans. Pour la première fois, l'avenir ne pesait plus sur elle. Quand Léna a enfin eu 18 ans et a quitté définitivement cette maison, elle m'a appelé de l'arrêt de bus, haletante et libre. Je suis allé la chercher et, tandis qu'elle s'installait sur le siège passager, elle a murmuré « On a réussi ». Et pour la première fois, je l'ai cru. La douleur ne définissait plus notre histoire. Le choix, si. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après que votre famille a tenté de vous briser, partagez votre histoire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres témoignages comme celui-ci.